sont dans l'Open Innovation. Merci Omar. Donc on va aller sur un panel qui va parler d'Open Innovation, mais surtout pour aller sur du partage d'expérience. Donc l'Open Innovation, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est pas uniquement des hackathons. On ne cherche pas uniquement à... Il n'y a pas que hackathon bon de commande, ça va plus loin que ça. Je suis une entreprise corporate, de manière simple c'est ça, pomme de terre, carotte, carotte. Je suis une entreprise corporate, je gère mes enjeux stratégiques et mes challenges d'aujourd'hui. Je dois penser à ceux de demain et après-demain. Seulement, pour développer une innovation bien précise qui répond aux challenges de demain ou après-demain, on va dire, j'ai besoin des 5 doigts de la main. Mais je n'ai que les 2 doigts de la main en interne. Ce sont mes compétences et mes savoir-faire internes. Donc, il est important d'identifier les enjeux, les problématiques et les challenges pour se dire, pour chaque problématique et challenge, quelles sont les compétences dont je dispose en interne pour savoir ensuite quelles sont les 3 autres compétences que je dois chercher en externe. Donc, c'est ça l'intelligence collective. C'est quand on travaille avec des forces vives internes, mais qu'on co-investit avec des forces vives externes. Plutôt que de se dire, bon, on va attendre demain, là on aura les 5 compétences pour développer. Non, on anticipe, on optimise et on se retrouve demain avec une solution co-développée. Donc qui dit partage de coûts, dit aussi partage de risques et donc partage de la valeur. Et il n'y a pas un stade ultime de l'Open Innovation. C'est pas, il ne faut surtout pas au Maroc, encore une fois. C'est pour ça que les discours de ce matin étaient assez intéressants, les échanges. On doit coopérer. Il ne faut pas aller dans une culture de la performance. Quel est le corporate qui aura décerné le plus gros bon de commande ou quel est le corporate qui aura fédéré le plus de start-up? C'est pas ce qu'on recherche. C'est qu'à travers cette initiative-là, on construit progressivement un mindset, une nouvelle façon de travailler de manière un peu plus ouverte, mais aussi on contribue à la création d'une industrie logicielle qui soit en phase avec les attentes du corporate. Et une industrie logicielle, c'est comme la ville de Rome, elle ne se décrète pas en un jour, elle se construit au fur et à mesure de la dynamisation des échanges entre les corporates et les startups tech. Donc il n'y a pas un niveau ultime, il y a différents niveaux de progression. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'intérêt de ce panel, c'est de vous permettre effectivement de bénéficier du retour d'expérience des premiers acteurs qui ont initié ces premières démarches. Donc je vais appeler à la barre Madame Meya Zerali, qu'on applaudit s'il vous plaît, qui est la responsable de la transformation digitale et Smart-up à Tijari Wafa Bank. Madame Zineb Benouna, chef de département innovation à la LIDEC. Madame Sanat Tazi, digital et data management à Royal Air Maroc. Rita Afelail, donc manager Open Innovation à Inouï. Lamia Ben Makhlouf, qui est directrice générale à Technopark de Casablanca. Et donc pour clore, et je pense qu'il sera assez gâté, Monsieur Delis Benouna, donc directeur général adjoint en charge du pôle industrialisation à CIH Bank. Donc le panel veut tout dire. Hein, on a toujours parlé de la problématique des genres. L'innovation est portée par les femmes. Ça aujourd'hui c'est un fait. Les dynamiques d'innovation. Alors, nous avons à peu près 5 minutes par personne. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment le partage d'expériences. Et chaque expérience est différente de l'autre. Et je vais y aller de manière chronologique, puisque chaque initiative a été faite dans le temps. Et la première entreprise qui a effectivement entamé le pas, c'est, sur le plan calendaire, c'est CIH Bank. CIH Bank qui a mis en place tout un programme, donc CIH Open Innovation, qui se base sur 2 piliers. L'appui à l'esprit d'entreprise via des hackathons, effectivement ce programme Open Innovation. Mais encore quelque chose de très important, c'est l'appui à la transmission du savoir. Donc c'est quand même aussi grâce à CIH Bank, il faut rendre à César ce qui appartient à César, que le Divox Maroc, qui est l'une des plus grandes conférences internationales, mais pour le chapitre marocain, a pu effectivement se développer parce qu'ils ont appuyé fortement, notamment aussi via des associations comme Divox for Kids. Ils accompagnent beaucoup d'enfants de 7 à 14 ans, même dans les régions les plus reculées du Maroc, à pouvoir apprendre de manière ludique et développer un goût pour l'intérêt, les sciences et la programmation. Alors, de manière très simple, dans votre première expérience, dans le cadre de cette première tranche du programme, quel a été le challenge, ou plutôt la problématique à laquelle vous avez dû faire face?
D'accord. D'abord, c'est pas galant de prendre la parole en premier. Je suis vraiment désolé, mais... C'est calendaire. Vous Hein? avez été le premier acteur à avoir initié. Effectivement, mais bon, après, vous parlez d'une difficulté ou un challenge. Je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais celui qui m'a le plus, on va dire, marqué, ça a été de dire je vais faire un hackathon ou un concours d'Open Innovation, mais en mettant avec des ressources internes, avec des gens de la banque qui ne sont pas habitués à innover, ça va être des directeurs d'agence, des chargés de clientèle. Et on a trouvé dans ces gens-là, on va dire, c'est-à-dire on ne croyait pas au départ, on disait il faut qu'on fasse un hackathon externe. Et au milieu, on a dit on va en faire un mixte. Et on a pris le risque et effectivement, on a été surpris de trouver, on va dire, chez nous, des idées qui sont intéressantes et qui sont innovantes. Et on a quelques-unes même qui ont été primées parmi ces idées-là. À partir de là, suite à cette première expérience, quelle est la vision prospective que vous portez pour les prochaines années? Ou plutôt pour les jours à venir, on va dire. D'abord, l'expérience n'a pas été uniquement de l'organisation du hackathon. Je pense que ça a été déjà d'accompagner tous les hackathons qui ont été menés avec Scrindy. Au départ, c'était une action, on va dire, un peu commerciale et marketing, en sponsorisant une quinzaine, si mes souvenirs sont bons, une quinzaine de hackathons, où on était présent en tant que sponsor. Mais quand on a vu, on a dit, tiens, il nous faut qu'on en fasse un chez nous. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans cette logique-là où on veut, on va dire, institutionnaliser. On est en train de voir dans quel dispositif le faire, plutôt dans quelle, on va dire, fréquence, dispositif, interne, externe. On est en train de réfléchir. Mais c'est sûr, on va en refaire un et peut-être même plusieurs. D'accord. Donc si en fait on devrait retenir une chose, c'est que c'est par l'expérimentation, en fait, que réellement on arrive à pouvoir saisir les tenants et les aboutissants ou effectivement les apports de ce que pourrait être un programme d'ouverture ou d'open innovation avec l'écosystème extérieur. C'est bien cela? Exactement, exactement. Donc, je vous en remercie. Merci. Donc juste après cela, la LIDEC a entamé le pas. Et la LIDEC, sa spécificité, c'est qu'elle a organisé un hackathon sur la thématique de l'expérience client. Donc c'est quand même une thématique très large, l'expérience client, notamment pour un métier aussi complexe que celui de la LIDEC, puisque c'est un métier qui regroupe plusieurs parties prenantes, plusieurs acteurs. Donc ce n'est pas un seul acteur qui est en charge du delivery, mais plusieurs acteurs. Donc vous imaginez que pour un organisme public, et c'est le premier organisme public qui a mis en place ce hackathon, dans le cadre de partenariats public-privé sur un métier complexe et orienté satisfaction client, je pense que c'est quand même tout à leur mérite pour avoir initié cette première démarche. Toujours est-il, la même question que je vous poserai, Madame Benyouna, quelle était votre première peur ou votre première appréhension, surtout pour un groupe comme la LIDEC, d'annoncer un challenge sur de l'expérience client vis-à-vis d'un métier aussi complexe que le vôtre? Alors, bonjour à tous, merci Jamal pour cette belle introduction. Je voudrais, avant de répondre à votre question, déjà parler de l'IDEC, juste un petit topo, dire que l'IDEC est un opérateur de services publics qui gère aujourd'hui la distribution d'eau, d'électricité, la collecte des eaux usées et l'éclairage public pour les 4,2 millions d'habitants du Grand Casablanca. Donc nous avons un périmètre qui est limité sur la wilaya du Grand Casablanca. Nous fournissons des services essentiels et nos activités ont un rôle majeur et structurant, notamment dans l'urbanisation à long terme et dans la conception de la ville de demain. Et c'est ce qui me pousse à parler d'innovation. Parce que effectivement, c'est un travail de longue haleine. Il y a eu beaucoup de challenges, beaucoup de peurs, mais nous avons commencé cette démarche d'innovation participative en 2014, qui s'est beaucoup axée sur de l'interne. Donc, nous avons aujourd'hui 3600 collaborateurs, avec une moyenne d'âge de 45 ans. Donc, quand on a parlé d'innovation, c'était surtout de changer de mindset et d'inculquer cette culture d'innovation au sein de l'IDEC. On a toujours été innovant, certes, depuis le début de notre contrat de gestion déléguée, mais il fallait encore plus encourager l'innovation et encourager notamment les collaborateurs à émettre des solutions innovantes par rapport à nos métiers. Et donc, ce que nous avons fait, et ce que d'ailleurs, c'est peut-être un des points majeurs, c'est d'avoir
ériger l'innovation en tant que valeur de l'entreprise et de l'avoir instaurée en tant qu'un des 3 piliers de notre projet d'entreprise Synergie 2020 à côté de la transversalité et de l'agilité. Et je pense que c'est quand même important d'élever l'innovation en interne au niveau top management pour pouvoir effectivement la décliner par la suite. Alors le challenge, j'arrive à votre question, c'était pour moi d'oser et notamment de convaincre. Alors convaincre le top management, de se dire on a longtemps innové ensemble en interne, je pense qu'on ne peut pas innover seul et donc on s'ouvre vers l'écosystème d'innovation. Et le hackathon en soi, pour nous, c'était pas qu'un événement, mais c'était plus un programme. C'est pour ça qu'on l'a construit en 3 temps. On a commencé par des ateliers de sensibilisation avant, où on a ramené un panel de success story, un peu ce qu'on a vu ce matin, pour donner envie à nos collaborateurs internes d'innover et surtout de passer à l'entrepreneuriat. On a mis en place le hackathon, qui est l'événement, et puis après, on est passé à la phase Next Step, qu'on est en train de mener d'ailleurs, avec les gagnants du hackathon, qu'on est en train d'accompagner, avec Scrindy d'ailleurs, que je remercie, pour mettre en place leur prototype et voir leur projet déployé. Et donc arriver au fameux bon de commande, que je félicite d'ailleurs la CIH à l'avoir réalisé. Donc voilà, c'était de convaincre le top management en leur disant, on va passer 48 heures non-stop, donc le marathon, autour d'une problématique effectivement d'expérience client qui intéresse l'IDEC, mais surtout de travailler conjointement entre l'interne et l'externe autour de ces sujets-là. Et je pense que la richesse était là, effectivement. Je dirais c'est l'un des points forts du hackathon, c'est de mélanger l'expérience et l'expertise de l'interne, qui s'y connaît en termes de process, de procédures et de métiers, et aussi l'œil neuf de l'externe, de ces jeunes entrepreneurs, universitaires et designers et autres, qui ont un regard neuf, mais en même temps, ils ont aussi leur savoir-faire, ils sont surtout clients de l'IDEC. Et donc je pense qu'aussi c'est important d'avoir réussi ce challenge-là, de les mettre ensemble et qui travaillent et co-innovent ensemble pour trouver des solutions à notre problématique. D'accord. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut d'abord donner envie aux collaborateurs, donc stimuler leur appétit. Et cette stimulation de l'appétit ne peut donner lieu à un menu que si effectivement il y a l'adhésion du top management. Donc ma deuxième question est la suivante. L'innovation est déjà, les démarches d'innovation sont menées courantes au niveau de l'ADN de la LIDEC. Parce qu'il faut quand même comprendre aussi une chose, c'est que plus de 50% des innovations qui sont portées par l'UNES des eaux au niveau mondial sont conçues, pensées et générées au niveau de l'IDEC Casablanca. À partir de là, vous avez déjà une démarche en interne. Comment est-ce que vous comptez effectivement l'industrialiser? Est-ce que vous comptez internaliser cette démarche ou la faire de manière collaborative avec d'autres écosystèmes, d'autres incubateurs, d'autres Fab Labs au niveau local? Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a travaillé pendant 4 années pour l'interne et avec l'interne, et là on est en train de s'ouvrir, donc on s'est dit on peut pas innover seul. On a lancé en 2017 et on est en train de finaliser la feuille de route de ce qu'on a appelé la stratégie LIDEC Open Innovation. En fait, on s'ouvre carrément aux acteurs de l'écosystème. Et donc l'idée, c'est de recenser avec les membres du comité de direction générale les enjeux et les problématiques bien définies de 2018 sur lesquelles on voudrait travailler, et recenser à côté les acteurs de l'écosystème qui pourront travailler avec nous et co-réfléchir, co-innover avec nous aux solutions de ces problématiques-là. Alors, le comment, ça sera à travers des workshops, ça sera à travers effectivement des Fab Labs et pourquoi pas aussi créer notre propre Lab Innovation au sein de l'IDEC. Ça, c'est un rêve qu'on voudrait instaurer, avoir notre Lab Innovation au sein de l'entreprise qui permettrait effectivement à ce moment-là et d'encourager l'interne et les stimuler davantage, stimuler leur créativité pour trouver des solutions innovantes, et en même temps travailler, co-innover avec l'externe, donc tous les acteurs de l'écosystème, pour pouvoir arriver à des solutions innovantes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous replongeons dans le secteur bancaire avec Attijari Wafa Bank, à la seule spécificité, parce qu'elle est seule et unique, c'est que c'est un hackathon qui a été organisé sur les métiers bancaires, donc FinTech, sur 5 pays en simultané. Donc, Attijari Wafa Bank est une banque non plus locale, ni même nationale, mais plutôt régionale, africaine.
Donc elle a eu cette audace de fédérer 5 fois le même niveau de problématique qu'ont eu nos collègues ci présents sur 5 pays différents et en simultané. Si c'était à refaire, Madame Zerari, si c'était à refaire, parce que ça a vraiment été développé de manière agile, si c'était à refaire, quel serait le facteur de risque auquel il faudrait faire attention pour s'assurer du bon déroulé du procédé? Merci Sijamel. Si vous me permettez, je répondrai à Bien votre sûr. question. Après avoir juste un petit peu replacé le cadre de notre démarche, parce qu'effectivement, ce n'était pas juste un hackathon, mais au départ, alors contrairement à nos amis du CIH, ce n'est pas avec l'expérimentation, mais c'était plutôt dans le cadre d'un plan stratégique de transformation de l'ensemble de la banque. C'était en 2016, qu'a été initié, donc, il y avait plusieurs initiatives, dont une initiative transformation digitale, et donc dont j'étais en charge. Et donc à l'époque, fin 2016, très exactement, c'était en décembre, dans ma note de cadrage, il y avait une ligne nouveau business model bancaire. Donc comment l'écosystème des startups et des fintechs notamment peut menacer des activités bancaires, etc. Et donc nous, ce qu'on a dit, c'est qu'au lieu de voir cet écosystème comme étant une menace, essayons de le regarder comme étant d'abord une opportunité, et comment est-ce qu'on pourrait collaborer, faire des partenariats et nous disrupter nous-mêmes avant que cet écosystème ne vienne nous disrupter de manière très triviale. Et donc j'avais comme un certain nombre de leviers identifiés le hackathon, bien sûr, comme étant l'un des temps forts de l'Open Innovation. Alors après, une fois identifié, on avait aussi fait des roadshows, et je remercie Sijamel Ben Hamoud d'être venu lors de ce roadshow du mois de février, si vous vous souvenez. Et donc on avait identifié un certain nombre de startups, dont Screendy, et on a commencé à réfléchir justement sur cette possibilité de faire un hackathon. Sauf que chez nous, on a un ADN Afrique. Et donc on s'est dit, on ne peut pas se permettre de faire un ADN, un hackathon, sans effectivement associer nos filiales en Afrique. Et on s'est dit, on va faire quelque chose qui pourrait, en interne, vraiment impacter les esprits et dire qu'aujourd'hui, l'innovation est vraiment un axe stratégique, mais au niveau groupe. Et donc, c'est de cela où est venue l'idée de le faire en live streaming sur 5 pays. Alors évidemment, le premier recueil, c'était d'abord d'un point de vue, je dirais, pour convaincre les filiales de le faire. Et je vous prie de croire que venant de Casablanca, il fallait avoir beaucoup de doigté pour ne pas donner l'impression de donner un ordre aux filiales, mais de leur expliquer et d'argumenter quel était le bénéfice pour elles de ce hackathon et qu'est-ce qu'il y a derrière comme bénéfice aussi en termes de changement de mindset des collaborateurs dans cette direction vers l'innovation et systématiser ce réflexe de l'innovation en interne, mais tout en s'ouvrant bien évidemment sur l'externe et les apports et l'enrichissement qu'on peut avoir de l'externe. Donc ça, c'était un écueil. Il a fallu beaucoup de, je dirais, de doigté dans cela, et puis surtout que nos filiales n'avaient rien demandé et avaient déjà fait leur budget, etc. Donc je sais que ces problématiques-là peut-être ne parlent pas à notre public, mais je vous assure qu'une grande entreprise comme Tijari, lorsqu'on a bouclé les budgets, venir après et dire ben non, attendez, on va si Nasser Ktani en sait quelque chose. Donc c'était le premier recueil, mais justement il y a eu énormément d'adhésion parce que le projet a été porté au plus haut niveau par le board et par le président Ktani. Et ça, c'est quand vous engagez un chantier comme celui-ci, si vous n'avez pas l'appui, comme on est très gros, si vous n'avez pas l'appui du président, c'est compliqué de faire avancer les choses. Donc la première des choses à aller chercher, et la part management, c'est vraiment non seulement l'adhésion, mais l'accompagnement, parce que le courrier qui est parti d'appel à candidature, il est signé du président avec des formulaires, avec des choses comme ça. Donc cet engagement-là nous a permis vraiment de débloquer beaucoup de choses. Après, il fallait avoir la foi, parce que on avait très peu de temps, on avait le Ramadan qui venait, et donc il fallait faire ce hackathon.
Et puis des questions d'ordre logistique comme la connexion. Depuis le premier jour, je disais à Mehdi, attention, à Dakar, à Abidjan, on pourrait avoir des problèmes de connexion. Donc on a eu des petits soucis, mais on a pu dépasser tout cela, alhamdoulilah. Il y a eu un véritable engouement, et en interne et en externe, avec un hommage particulier à nos amis de Tunisie qui ont pu avoir passer en prime time sur la télé tunisienne, etc. Enfin, c'était juste extraordinaire comme retombée sur l'entreprise. Maintenant, il faut qu'on reste lucide et se dire qu'on est au début d'un processus, au début d'un cheminement. C'est juste ça. Parce que même en interne chez nous, on s'est rapidement enflammé, mais je pense qu'on est au début du chemin, et ce chemin, il est long, il est fastidieux. Il faut arriver pas seulement à donner des bons de commande, etc., mais comment inscrire. Alors peut-être je viens à votre deuxième question, et industrialiser tout cela et faire que ça devienne naturel, qu'on puisse réfléchir out of the box, et qu'on puisse faire avancer des sujets avec les esprits agiles des startups. Bravo. Donc ce qu'on peut retenir de par votre retour d'expérience, c'est qu'on revient effectivement sur la nécessaire adhésion et appui du top management vis-à-vis de l'interne, mais aussi qui a été exprimé vis-à-vis de l'externe par rapport aux différents candidats. Et le second facteur clé de succès, et qui effectivement nécessite énormément de travail, c'est la culture d'entreprise interne. Parce que c'est bien beau de travailler effectivement avec des startups qui peuvent venir avec des solutions disruptives, mais si soi-même on n'a pas cette logique de remettre en cause ses modes de pensée ou son mode de fonctionnement, on va se retrouver un petit peu, je ne sais pas si tout le monde a pu voir Harry Potter, le fameux château de Poudlard, la grande cave de Poudlard, un peu comme la caverne d'Ali Baba. On ouvre, il y a plein de choses qui sont formidables dedans, mais en fait, chut, c'est beau, on l'a fait, il faut laisser effectivement au frais. La culture d'entreprise et l'agilité en interne est très importante. Et on souhaiterait effectivement rajouter un autre point. Il est nécessaire d'assurer aussi une ouverture de son système d'information, au risque de voir des solutions qui soient développées, mais qui ne puissent pas être intégrables au système d'information de l'entreprise corporate. Donc là, effectivement, on parle d'API, on parle de boîte à outils. Il y a une façon de le faire de manière très progressive. Et effectivement, donc, il y aura un des panels qui sera animé cet après-midi et qui est très important pour les corporates, pour qu'ils puissent comprendre comment est-ce qu'on peut ouvrir de manière progressive une partie de son système d'information pour permettre à un écosystème de venir s'amuser, construire autour, parce qu'il faut le faire avec le fun, un peu comme avec une paire de briques de Lego, si je puis m'exprimer ainsi. Merci beaucoup pour cette initiative. Juste après cela, donc Inouï, nous sommes avec les télécoms. Inouï a entamé le pas. Alors bien sûr, pas pour vendre des recharges téléphoniques auprès de la cible, loin de là, mais c'est dû à un positionnement qui est très citoyen. Tout le monde le sait, Inouï a joué le rôle de challenger par rapport aux différents opérateurs télécoms qui étaient présents sur la place, en prenant le parti pris de la création d'un contenu à valeur ajoutée qui puisse intéresser la cible et l'orienter même à exploiter donc, à partir de là, les services mobiles ou web de l'opérateur télécom. Et lorsqu'ils ont pris ce parti pris citoyen, donc on peut le voir avec différentes initiatives, e-Madrasa et bien d'autres, ils se sont dit, on va faire des hackathons, mais là principalement pour faire de l'idéation, parce qu'on aimerait travailler sur la loi des grands nombres et sourcer le maximum d'idées qui puisse y avoir. Et c'est un peu comme dans le marketing, hein, vous savez, les grands médias vous disent ce que nous vendons aux annonceurs, c'est du temps de cerveau disponible. Et donc, au niveau de cet opérateur télécom, ils se sont dit, ces jeunes-là, le moment où on peut avoir du temps de cerveau disponible chez eux, c'est pendant des événements gamifiés qui poussent à la créativité, notamment à travers les hackathons. Donc, c'est un positionnement un peu plus spécifique, c'est des hackathons universitaires à ce niveau-là. À partir de là, quel a été votre retour d'expérience lorsque vous vous êtes mis en immersion au sein de ces différents écosystèmes universitaires ? Oui, bonjour à tous. Merci Jamel pour la question.
Donc avant d'y répondre concrètement, je vais peut-être rappeler un petit peu le contexte. Aujourd'hui, donc Inouï, en tant qu'opérateur télécom, on se veut être un acteur à part entière de la transformation digitale au Maroc. Et quand on voit aujourd'hui l'importance de la dimension innovation pour améliorer l'expérience client, on ne peut que se rapprocher de l'écosystème entrepreneurial et surtout le soutenir pour pouvoir contribuer à faire émerger la start-up marocaine. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui on se positionne donc sur tout le cycle qui commence par la sensibilisation d'abord et qui va jusqu'à la concrétisation en passant bien sûr par l'accélération, l'incubation, la formation, etc. Et donc, comme tu le disais, Jamel, les initiatives que nous avons menées jusque-là en matière d'open innovation auprès de la cible étudiante, donc les hackathons, s'inscrivent complètement là-dedans, donc dans la phase sensibilisation plus précisément. Et donc, avec notre partenaire Hack Pitch, donc avec Mehdi, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs étudiants et universitaires dans le cadre de hackathons qu'on a organisés. Et la particularité de nos hackathons, c'est que même si pour certains, ils sont reliés à des problématiques qui touchent directement au business, comme ça a été le cas du hackathon Smart Store Solutions, par exemple, on a vu de très belles idées émerger. Il n'en demeure pas moins qu'on n'hésite pas à ouvrir à des problématiques également qui sont en relation directe avec nos territoires de marque. Et comme tu l'as cité à juste titre d'ailleurs, le gaming étant un domaine de prédilection chez nous, on a eu l'occasion également de mettre en place un hackathon gaming où on a pu voir plus de 200 participants se constituer en 16 équipes et travailler justement à imaginer le jeu mobile de demain. Et donc par rapport au retour d'expérience, il est toujours très enrichissant d'initiative en initiative. Quand on voit justement toutes les idées qui fusent à travers la participation à ces hackathons et la fraîcheur, la passion, la créativité, on prend de plus en plus conscience à quel point aujourd'hui il est important pour une entreprise de s'ouvrir finalement à son écosystème si elle veut réellement innover, d'une part. Et d'autre part aussi, et on a de la chance, d'ailleurs, Madame Zgari l'a dit à juste titre, on est au tout début d'un processus et il est important aujourd'hui réellement de capitaliser sur ce momentum. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs acteurs privés qui ont fait leur prise de conscience et qui se mobilisent donc ensemble pour justement aller dans le même sens. Et donc, il est important vraiment de surfer sur cette vague pour pouvoir contribuer à aider la start-up de demain à percer. Maintenant, par rapport à cette challenge-là, moi, ce que j'apprécie dans ce tour de table, c'est l'humilité. Moi, je ne vous cache pas, en tant que Soft Centre, on avait un peu peur que tout le monde se dise, ça y est, on a commencé à ouvrir les écosystèmes et à faire travailler les écosystèmes entre eux. L'humilité est de mise. Hein. Moi, je vous remercie à toutes et tous ici présents. Effectivement, dans l'innovation, rien n'est prédictible. Hein. On est dans l'expérimentation, l'avenir ne se prédit pas. Par contre, on peut essayer de le créer de manière itérative et progressive. Et encore une fois, c'est vrai que je reprendrai une citation en termes d'intégrité intellectuelle c'est Abslem Alaoui, donc qui est directeur général d'HPS, qui m'a souvent dit, au Maroc, c'est notre culture, on a du mal à célébrer le succès. On a vraiment du mal à célébrer le succès, à un tel point que lorsque on commence ces premières démarches de Pay Innovation, on veut tout de suite que ça puisse aboutir à de véritables KPI tangibles. Je vous rassure, hein, au niveau de la Silicon Valley, ça a pris 15 ans. Donc vous imaginez que pour un écosystème marocain, qui notamment aussi va s'ouvrir sur l'Afrique, ça ne se fera pas en 1 an ou en 2 ans. Et que donc, ce n'est pas une activité uniquement de one shot, c'est du continuel. Continuellement, on sollicite l'écosystème externe à venir co-réfléchir avec nous, à venir nous challenger, parce que nous avons la tête dans le guidon. Et on se retrouve très souvent avec la question suivante, oui, mais il est quand même important de commencer à matérialiser les premières idées. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de Inouï? Comment est-ce que vous voyez effectivement cette démarche progressive de matérialisation? Parce qu'effectivement, vous travaillez avec plusieurs, on va dire, labs ou incubateurs ou plateformes, hein, donc effectivement la Factory, Scrindy, Nouma et bien d'autres. Vous avez eu cette capacité, un peu comme l'a fait aussi CIH, à exploiter plusieurs leviers présents.
comment est-ce que vous voyez, vous, de votre côté, la possibilité de pouvoir commencer à matérialiser des idées en solutions, quand bien même on ne sait pas si dans 4-5 ans, elles seraient présentes, tout en comprenant que cette matérialisation est là pour insuffler une envie de réalisation au fur et à mesure, si on reprend ce qui nous a été échangé pendant les premiers panels. Oui, alors aujourd'hui, effectivement, il est clair qu'il faut industrialiser le processus dans le sens où il faut qu'on travaille également, c'est-à-dire la participation au hackathon, aujourd'hui ne doit plus être perçue comme étant uniquement dans son aspect ludique, mais que les étudiants qui y participent, et d'ailleurs Khaoula a témoigné dans ce sens tout à l'heure, commencent à y voir réellement l'opportunité tant attendue pour pouvoir justement oser à franchir l'étape d'après, à passer au next level. Et pour ça, il est important que l'ensemble des parties prenantes puissent se mobiliser pour justement créer l'environnement adéquate pour aller dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je salue l'initiative La Factory. Enfin, quand on dit aller dans ce sens-là, c'est réellement de passer du stade ideation à un prototype plus développé, voire MVP, voire concrétisation en start-up. Il faut réellement que ces étudiants, qu'on arrive au stade où la participation au hackathon soit perçue par les étudiants comme étant qu'ils soient rassurés, qu'ils sachent que derrière, si leur idée émerge, qu'ils sachent qu'il y a un écosystème qui pourra les récupérer, les encadrer, travailler avec eux, les rassurer, les orienter sur la bonne voie pour pouvoir justement réussir à percer et passer au niveau d'après. Et je voulais justement saluer Mehdi par rapport à l'initiative La Factory qui s'inscrit réellement là-dedans et qui a pour vocation justement de donner l'opportunité à des productions 100% marocaines de mettre en avant une vraie valeur aussi bien pour le consommateur final que pour les grands groupes aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons maintenant rejoindre l'Aram. Je vais un peu jouer sur les mots, qui a commencé à vouloir prendre son envol sur les démarches d'Open Innovation. C'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que les corporates qui sont sur du marché de masse local, donc du mass média, sont très friands de ces approches de co-réflexion ou de co-ideation, de génération collective d'idées. Et c'est vrai qu'on a rarement pensé qu'une compagnie aérienne, qui s'adresse plus à des passagers en vol pendant quelques temps, souhaiterait initier une démarche de Pay Innovation. Et lorsque Mehdi m'a dit, bon, la RAM va s'y mettre, je lui dis, mais c'est formidable. Alors si la RAM s'y met, on peut penser à une idée aussi. Imaginez-vous, vous prenez un vol avec un discount de 20%, mais à la condition que pendant le vol, vous co-réfléchissez avec la RAM sur les enjeux de demain. Ça pourrait être un hackathon de réflexion d'une durée de 8 à 10 heures. Donc en fait, on est totalement, et encore une fois, toujours dans l'expérimentation. Il n'y a pas de règle du succès. La question que je voudrais vous poser est la suivante. Comment est-ce que vous avez pu convaincre la RAM d'aller sur une démarche d'ouverture? Merci Jamel, bon, merci à tous, merci d'être là, bonjour. Alors, on est en retard, au contraire. Franchement, on est très en retard. Quand j'ai entendu tout à l'heure CIH qui a démarré en 2011, donc l'Open Innovation, quand je vois des exemples, donc bravo déjà, quand je vois des exemples Smart-up que j'ai suivis moi personnellement au jour le jour sur Twitter, donc bravo, l'IDEC aussi, Inouï pareil, franchement bravo à tous. Donc la RAM elle est en retard, donc on a démarré il y a une année, on a démarré il y a presque une année, même pas une année, notre transformation digitale. Donc ça n'a pas démarré en termes d'ouverture à l'écosystème, on a démarré, notre besoin est simple, notre client a changé. Donc le client aujourd'hui, il voyage avec une compagnie aérienne parce qu'il l'a pas, mais il loge avec Airbnb. Il bouge en Uber, il fait ses commandes en ligne, il regarde ses films sur Netflix. Et demain, quelle sera la compagnie aérienne? Donc voilà, on a des avions, peut-être qu'il ne pourra pas, mais peut-être ubériser le transport aérien, pourquoi pas.
Donc en tout cas, notre client a changé, donc à nous de le suivre, on n'a pas le choix. Et donc on a démarré il y a une année, sachant que les compagnies aériennes dans le monde, ils ont démarré il y a bien longtemps. Donc quand je pense à Air France, à Emirates, Etihad et tout, ils ont vraiment démarré il y a longtemps. Donc on est en retard, mais on est là. Et on est dans une accélération avancée de notre transformation digitale. Donc on a démarré il y a une année avec donc deux choses. On a la connaissance. En fait, on a lié la transformation digitale à la connaissance client. Donc on a mutualisé la transformation digitale et le big data ou le data management. Donc l'idée, c'est de faire de l'analytique, de comprendre le client, d'améliorer la connaissance client pour pouvoir lui offrir des produits digitalisés adaptés à son besoin. Donc ne pas innover juste pour innover, mais vraiment pour répondre à une problématique et pour un besoin donné. Donc c'est ça la démarche. Donc on a démarré comme ça, avec voilà, une feuille de route bien spécifique et tout. Et en travaillant sur ça, donc on a dit que sans s'ouvrir en fait à l'écosystème entrepreneurial, ben, on ne pourra pas innover tout seul. Donc c'est là où on a commencé par cartographier l'écosystème entrepreneurial et voir comment on pourrait travailler par la suite. Et c'est là où on a découvert pas mal de talents et pas mal d'acteurs dans l'écosystème. Et puis voilà, donc là on a démarré, il faut qu'on innove, on n'a pas trop le choix. Donc voilà, donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais on a démarré, on a une volonté énorme et ça s'inscrit dans le cadre d'une transformation digitale, dans un cadre business. Donc le but, c'est de penser à de nouveaux business models, à améliorer l'expérience client et aller chercher des recettes additionnelles, éventuelles, avec l'innovation. Merci. Donc en synthèse, ça veut dire aussi que, c'était ce qu'on disait au début sur la définition de l'Open Innovation, c'est de cartographier l'écosystème externe et qu'est-ce que je peux aller chercher en complément de ce que j'ai déjà. C'est un travail qui est déjà fait en amont pour ensuite savoir quel challenge on peut adresser par rapport à l'écosystème externe. Et une des remarques que l'on faisait en tant que Soft Centre était la suivante, c'est qu'on expérimente. Pour l'instant, on fait appel à de jeunes étudiants ou à de jeunes startups pour réfléchir avec l'entreprise. Un point très important qui vient d'être soulevé par Royal Air Maroc, nos clients ont changé. CH Bank l'a fait pour partie des sujets en associant ces jeunes qui font partie de leur programme Code 30. Il est important, dans ces programmes d'Open Innovation, de faire interagir les trois composantes. Votre entreprise, parce que c'est elle ensuite qui va devoir s'approprier ou utiliser l'innovation, ses compétences externes qui peuvent être jeunes aspirants entrepreneurs ou start-up, tout dépend de la maturité, de la complexité de la solution à développer, mais aussi le client. Ce qui voudrait dire que les prochaines étapes au Maroc, parce qu'il fallait d'abord mettre en confiance les acteurs, jeunes étudiants et start-up, à travailler de concert avec des corporates. Ce sont deux univers, hein. L'un vient de Mars, l'autre vient de Vénus. Maintenant que les pratiques sont là, que les cultures ont commencé à se mettre en place, on peut peut-être rajouter une petite difficulté en se disant que dans ces programmes-là, commencer à associer des clients, corporates ou particuliers, et on se retrouverait à remettre en cause tous les sacro-saints principes du marketing, à vouloir penser une idée en tour d'ivoire, faire une étude de marché, lancer le produit, et ensuite voir si effectivement il prendrait. Là, vous associez directement votre client dans un univers nouveau, plutôt que de simples études de marché ou de présentation, de capture de design de produits. Merci beaucoup. Je conclurai donc avec le Technoparc de Casablanca. Alors, qu'on soit clair, hein, le Technoparc de Casablanca n'est pas une agence immobilière. D'accord ? Je préfère le préciser encore, avec mon bâton de pèlerin, à chaque fois qu'on trouve des donneurs d'ordre. Oui, le Technoparc, c'est bien. Ils ont des loyers intéressants. Je leur dis non, stop. Ce n'est pas une agence immobilière, c'est low cost, oui. Mais il faut venir avec une idée intéressante. Et ce n'est pas de la promotion immobilière. C'est un écosystème d'acteurs qui sont présents. Tout le monde peut le faire. Mais il faut avoir le métier. Un incubateur, son métier, c'est de mettre en relation les acteurs entre eux. Parce que l'innovation, elle n'est peut-être que collaborative.
Les innovations que nous voyons aujourd'hui, les systèmes embarqués, l'Internet des objets et bien d'autres, reposent sur la logique de combinatoire. On associe plusieurs technologies, plusieurs manières de faire. Donc il faut associer plusieurs acteurs. Et donc, c'est comme dans une histoire de couple, hein, vous savez, plus on se connaît, plus on se révèle et plus on réalise de choses. Moins on se connaît, moins on peut savoir quels pourraient être les points de collaboration. Donc ça, c'est quand même un travail de fond, hein, qui est fait par le Technoparc. Et ce n'est pas uniquement un espace cafette en bas, une table de billard ici, puis des espaces fumeurs sur les terrasses. C'est vraiment tout un travail déjà de dynamisation entre les acteurs entre eux et une véritable connaissance de l'offre locale. Et là, la discussion que je voudrais avoir avec le Technoparc de Casablanca n'a rien à voir sur les retours d'expérience d'Open Innovation, mais revenons sur les fondamentaux. Nous savons tous que le Technoparc, déjà initialement, a déjà établi des actions de dynamisation entre l'offre technologique locale et les grands corporates en dehors, sans aller réellement sur des approches d'Open Innovation, mais ça a été le premier élément déclencheur. En quoi ont consisté ces différentes initiatives de dynamisation entre l'offre technologique locale et les corporates à l'extérieur? Merci Jamel, déjà tu as dit beaucoup de choses que je devais dire et je t'en remercie de véhiculer en fait ce message sur le fait qu'on n'est pas une agence immobilière, qu'on n'apporte pas juste une solution foncière, mais bien plus que ça. C'est aujourd'hui, comme tu l'as cité, une réelle plateforme dynamique qui connecte tous les acteurs d'écosystème en vue d'accélérer la croissance des startups technologiques. Et donc en matière d'open innovation, moi je suis au Technoparc déjà depuis 17 ans et je suis ravie et honorée de voir aujourd'hui qu'on est quand même, on a assuré une très belle transition, une constitution d'un joli écosystème complémentaire, bien connecté, qui travaille ensemble. Et j'espère que cet écosystème se renforcera de plus en plus. Et là, je veux juste souligner et vous faire part d'une petite histoire entre justement le mariage du Technoparc avec Scrindy. Donc, tu as demandé ma main quand, Mehdi? Donc, juste pour vous dire que au mois de décembre de l'année dernière, Mehdi est en train, je crois, de rédiger la stratégie d'Open Innovation et de mettre en place son concept, et d'écrire sur papier. Et moi, en même temps, j'avais pris les rênes du Technoparc et je devais donc repenser la manière d'accompagner nos entrepreneurs. Et donc, en ce moment-là, Mehdi déjà commençait à chercher le lieu où mettre en place justement son concept. Et à aucun moment, au mois de décembre, on ne pensait que ça pouvait être au Technoparc. Et donc 2 mois après, on s'était revus, il m'a encore reparlé du concept, j'ai apporté ma petite touche de mon expérience ici, du besoin des entrepreneurs. Et en ce moment-là, il y a ce demi-étage de 500 mètres carrés qui s'est libéré. C'était inattendu. Et c'est là où on s'est dit, pourquoi pas? Tout à l'heure, vous avez cité que la réussite de la démarche Open Innovation était basée sur 3 choses que j'ai retenues, donc le leadership, l'ouverture et l'agilité. Moi, j'ajouterais le curseur aussi sur la confiance. Et la confiance est très importante. Donc, c'est vrai que je connais Mehdi depuis plus de 10 ans. Et donc, j'ai eu confiance en la manière dont il allait porter ce projet. Et donc, le Technoparc a mis à sa disposition le meilleur lieu qu'il a pour créer de la valeur. Parce que ce lieu-là, stratégiquement parlant, est dédié aux grands comptes, aux grandes entreprises qui nous payent beaucoup plus cher et qui nous permettent en fait de générer des revenus pour équilibrer notre business model. Moi, j'ai inversé la chose et j'ai dit qu'on peut reporter le gain financier et miser sur les entreprises, générer de la valeur, créer de l'intelligence partout et récolter les fruits tous ensemble. Donc voilà en fait... Nous ne sommes pas un grand compte, mais on a toujours travaillé ensemble. Donc aujourd'hui, la société de gestion du Technoparc ne fait rien seul. On s'adosse sur des partenaires pour justement suivre cette dynamique des startups et aller non seulement vers de la création de l'entreprise, mais plus dans l'accompagnement et dans l'accélération de leur croissance en vue de produire des pépites. Nous voulons avoir des pépites. Et ces pépites technologiques, sans les grands comptes, on ne peut pas les faire avérer. Donc nous, notre métier, c'est de les rendre visibles
et on vous demande de leur faire confiance, on vous demande d'aller jusqu'au bout avec ces entreprises-là. Enfin, tout le monde y a gagné, hein, que ce soit vous en tant que grand compte ou que ce soit cette start-up qui va émerger et qui va elle-même devenir demain un grand compte. Et nous avons aujourd'hui des success stories, plusieurs d'ailleurs, j'en cite quelques-uns, Maroc Traitement de Transactions, Value Pass, Data Protect. En fait, il y en a plusieurs qui aujourd'hui émergent sur d'autres pays. Et donc, ils ont réussi non simplement au niveau local, mais au niveau régional, voire international. Et donc, notre démarche aujourd'hui avec Screendy, c'est ça. C'est on travaille ensemble. Nous, donc, on a ce vivier de 300 startups à fort potentiel. Et donc, Mehdi a cette démarche de s'ouvrir et de proposer des programmes d'accélération à ces startups. Donc, vraiment, travaillons ensemble, ayant cette ouverture d'esprit et faisant confiance à ces startups. Voilà, c'est ça mon message. Donc en fait, en synthèse, ce serait de se dire, vivons nombreux, vivons heureux, en fait. Et qu'il faut exploiter toutes les plateformes mises à notre disposition pour pouvoir échanger. Je souhaiterais rebondir aussi sur un dernier facteur clé de succès qui est important, par tous ceux que nous avons initiés. Et j'aime bien la cinématographie, surtout en fin de semaine, hein, ça fait du bien. Tout le monde a vu Matrix, le film. Tout le monde se rappelle du fameux serrurier, vous savez, le petit chinois avec toutes les clés, qui ouvre les portes et qui vous fait passer d'une ligne de code à une autre. Au niveau des corporates, pour faciliter la tâche du top management et des équipes internes, et mieux fluidifier la relation avec les startups, ce fameux serrurier, c'est le responsable achat. Parce qu'on se retrouve dans une autre logique de simple prestation, appel d'offres, réalisation, on vous paye et on dispose de la solution. On se retrouve sur de la co-réalisation. Et donc il est important en amont de pouvoir édifier de nouvelles règles qui ne seront effectivement jamais fixes. Sur de nombreux cas, soit la propriété intellectuelle reste celle du donneur d'ordre. Et donc elle remet un bon de commande pour pouvoir exploiter. Et donc on a créé en face de nous une SS2I. Soit le donneur d'ordre dit c'est pas forcément aussi stratégique que ça, donc la start-up va garder la propriété intellectuelle. Donc on a pu permettre l'émergence d'un éditeur. Dans d'autres cas, qu'on ne peut pas citer pour des raisons de confidentialité, avec des opérateurs technologiques, ce sont des joint ventures qui sont créés. Parfait, donc on va monter une JV et on va co-commercialiser ensemble et on va vous mettre à disposition, je parle en tant que corporate, notre réseau de distribution. Donc le serrurier, le fameux chinois qui a toutes les clés, c'est le responsable achat. Il est important de penser à ce process, mais en même temps de se dire que c'est du sur-mesure. Parce qu'au final, l'innovation, c'est du sur-mesure. Et je reviens dans le secteur bancaire. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire les banquiers, c'est un peu comme les fameux agents noirs et blancs dans Matrix, Monsieur Smith, vous savez, chemise blanche et cravate noire, que j'ai laissé tomber, hein, parce qu'avec les startups, ça fait peur. Mais en fait, les banques ont été les premières à innover. Toute la réglementation sur les produits et les services et leur digitalisation, vous ne pouvez pas vous imaginer la bataille qu'elles mènent avec les administrations de centralisation publique pour faire valider les enjeux réglementaires. Aujourd'hui, par exemple, on parle d'un sujet qu'on ne maîtrise pas encore. Hein. Qu'on ne maîtrise pas encore, c'est tout à fait normal. Qu'on nomme blockchain ou bitcoins. D'accord ? Ça, c'est grâce aux médias. Les médias, il faut faire attention. Hein. Eh bien, aujourd'hui, la Banque centrale, je vais reprendre l'exemple qui a été cité par M. Benina il y a de cela quelques temps, la Banque centrale en France est en train de porter le projet de réglementation de la blockchain pour le compte de toutes les banques. Donc ça veut dire que la prochaine étape, encore une fois, n'est plus d'associer uniquement le client utilisateur, mais d'associer les pouvoirs publics sur des aspects réglementaires, parce que la réglementation n'est pas là pour serrer, mais elle est là sur des aspects d'innovation, permettre d'identifier certains risques et de se dire concrètement quelle pourrait être la réglementation mise en place pour amenuire le risque. On reviendra un peu plus dans les mois qui viennent au niveau de l'écosystème pour vous faire part des échanges que nous menons effectivement avec le gouvernement de manière très concrète sur comment pouvoir permettre la légifération très souple de la blockchain, parce que la blockchain, ce n'est pas que du Bitcoin. C'est
un outil qui permet, je reprends l'exemple, citation à Sébina, qui permet de faire un autre outil ou une autre démarche. Je vous remercie à tous. Jamal, Oui. juste sur les achats, Oui, pour rassurer un petit peu tout le monde, bien sûr. c'est quelque chose qu'on a déjà démarré à Tijari Wafa Bank. Effectivement, déjà dans notre programme d'Open Innovation, toutes les clés effectivement dont vous avez parlé sont prévues. On peut aller de l'approche vraiment capital risque avec Atijari Invest, notre fonds d'investissement, jusqu'à de la RSE pour sponsoriser des shares de R&D dans les... Donc, toute la palette est prévue. J'ai déjà engagé avec notre responsable des achats une discussion pour faire du cousu humain pour les startups. Et donc, évidemment, nous, on a un process achat très verrouillé avec énormément de procédures et c'est normal. Les enjeux sont très importants. Donc, aujourd'hui, on est en train de changer et de faire du sur-mesure pour les startups, mais aussi pour la très petite entreprise. Donc, il y a des contrats qui sont aujourd'hui en train d'être rédigés dans ce sens-là. Donc, des modèles différents. C'est important. Ce que j'anticipe, mais ce que je souhaiterais dans un avenir peut-être moyen terme, et notre écosystème start-up doit aussi grandir pour cela, c'est qu'on puisse, au niveau d'une corporate comme Tijari, réserver un quota de nos achats aux startups et uniquement aux startups. Ça, c'est vraiment mon vœu le plus cher. Et il faudrait qu'on puisse y arriver, mais y arriver ensemble, peut-être avec un petit pourcentage, et puis faire grossir aussi les choses, parce que je pense que c'est de cette manière-là, en faisant confiance, en montrant, en apportant la preuve de notre confiance par les achats, donc de pouvoir faire grandir aussi cet écosystème. Donc c'est quelque chose qui est déjà intégré dans la réflexion. Monsieur Benouda. Merci d'avoir ouvert ce sujet-là. Moi, je voudrais juste rajouter qu'on n'achète pas de l'innovation comme on achète des choses standards. Et donc, l'achat d'innovation est un achat à part. Et donc, je pense que la même problématique au niveau de Siage Bank a déjà été traitée aujourd'hui. La seule chose qui nous manque, c'est d'avoir un juridique agile. Merci d'avoir soulevé ce souci-là aussi. Royal Air Maroc, c'est une entreprise publique, donc très difficile de travailler avec l'écosystème facilement. Mais en tout cas, on est dans une démarche très constructive. Donc là aussi, avec Mehdi, on n'arrête pas de mener des réflexions. Mais quand on va lancer, Inch'Allah, bientôt notre programme d'Open Innovation, l'idée, c'est pas juste lancer un programme pour nous amuser, mais vraiment pour avoir du concret et passer sur des contrats concrets avec un produit chez le client. Donc, on est sur cette démarche-là pour une entreprise publique. Donc, et si, Inch'Allah, on va réussir, et quand on réussira, ça va être des best practices qu'on va partager, et voilà. Alors, j'ai pas envie qu'on reste uniquement sur le partage d'expérience. J'aimerais lancer une idée par rapport à ce fameux serrurier chinois. Il y a une factory ici, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on comprend qu'il commence à y avoir une petite dynamique d'échange entre les différents acteurs. Et tout le monde, depuis ce matin, nous dit qu'il faut qu'on travaille ensemble. Je propose l'idée suivante. Ce n'est qu'une proposition, ce n'est pas une vérité universelle. Pourquoi ne pas exploiter ce lieu pour initier des petits workshops appliqués avec les responsables achats sur les aspects d'innovation de rupture? Parce qu'on a toujours dit que l'innovation est en avance sur la réglementation. Mais une fois que la réglementation a compris, elle sait comment l'adapter. Est-ce que ça serait possible? Mesdames, monsieur, parfait. On est le 15 décembre, n'est-ce pas? Je propose à ce que le 15 janvier, et là je parle sous l'autorité effectivement de Madame Ben Makhlouf qui représente le MITC et Simédia Alaoui, je propose à ce que ce collectif de réflexion soit formalisé d'ici le 15 janvier, parce que c'est quand même la clôture des comptes, on sait ce qu'il en est,
les bilans et ainsi de suite. On n'aura pas le temps de cerveau humain disponible pour leur vendre les idées, surtout au niveau des achats, et leur dire qu'à fin janvier, parce qu'à partir de là, les achats sont désollicités par rapport au business plan, à partir de fin janvier, pouvoir initier un workshop sur les aspects d'innovation de rupture avec des use cases concrets d'applications innovantes sur les démarches de Pay Innovation et les accompagner à réfléchir sur des modèles de contrat ou de démarche. Est-ce que cela vous convient? Parfait. Je vais conclure, mais vraiment avec toute la modestie et l'humilité du monde. Nous avons établi au niveau du Soft Centre un livre blanc. Alors quand je dis nous, ce n'est pas que le Soft Centre. Ce sont tous les acteurs avec qui nous avons travaillé. Et il y a 2 ans de cela, c'est pour ça qu'en réfléchissant avec M. Mehdi Alaoui, on a reçu un enseignant de la London Business School of Economics qui m'appelle et qui me dit « Vous faites de l'open innovation ». Je lui dis « Quoi ?» Il me dit « C'est de l'open innovation ce que vous faites ». Je dis « Bon, c'est du word dropping, d'accord, appelons ça de l'open innovation ». On avait compris initialement, parce que c'était le rôle du Soft Centre de pousser à faire de l'innovation logicielle, comme on le dit, « Edouhda, katsarfaq ». Et en fait, plusieurs mains applaudissent. Et on a compris au fur et à mesure du temps, et on ne se rendait pas compte qu'on faisait de l'open innovation. On le faisait principalement avec les opérateurs technologiques pour faire de l'innovation logicielle. Avec Scrindy, puis la Factory, on a pu créer cette émulation au niveau des corporates. On a établi un retour d'expérience sur 7 ans. Et aujourd'hui, ce retour d'expérience, on l'a formalisé, mais vraiment sans philosophie, sans traître mot, de manière pratique, sur qu'est-ce qu'il faudrait disposer en termes de prérequis, quelles sont les zones de risque pendant, et éventuellement, parce que nous ne sommes qu'en phase d'expérimentation, comment est-ce qu'il faudrait pouvoir digérer et intégrer ces innovations au sein des corporates. On est dans le numérique, j'ai un petit peu mal, hein. On a coupé des arbres. Le livret fait 30 pages de retour d'expérience pratique, et puis Mehdi m'a dit en termes d'optimisation, on va principalement vous donner le code scan. Et allez-y, faites-vous plaisir, faisons-nous plaisir. Nous sommes ouverts à toutes les remarques et suggestions par rapport à ce retour d'expérience. Ensuite, tu le sais très bien, Mehdi, je déteste les effets d'annonce. J'aime bien travailler de manière confidentielle et ensuite arriver avec des réalisations concrètes pour prouver aux gens que ça peut fonctionner. On a compris qu'on a besoin d'un espace dédié, mais qui soit surtout dynamisé, neutre, apolitisé, transparent, en termes de véritable plateforme de travail collaborative. Et qui ait cette capacité dans un environnement comme celui du Technopark de pouvoir établir rapidement des synergies et qui a besoin effectivement de démarches éprouvées en termes d'assurance qualité sur tout ce qui a trait à des études de faisabilité technologique, à de la R&D logicielle, parce qu'il faut qu'on assure quand même un minimum de taux de conversion entre des jeunes aspirants entrepreneurs qu'on va coacher technologiquement parlant au jour le jour jusqu'à la ligne de code prêt, avec des équipes au niveau de la factory qui vont pouvoir accompagner le client sur les enjeux métiers, ou que ce soit aussi par rapport au delivery. Donc on a décidé en tant que Soft Centre de pactiser avec la factory, donc en termes de partenariat, en ayant identifié déjà les premiers projets, pour, nous en tant qu'organisme neutre, pouvoir garantir aux corporates que ce qui est développé est conforme technologiquement parlant par rapport à ce qu'ils attendaient. Et puis 2, surtout par rapport aux sujets qui vont être présentés, à part l'aspect métier, parce que nous n'avons pas la prétention de remplacer ce que font ces personnes-là, c'est l'expertise métier, et chez le donneur d'ordre, pouvoir effectivement évaluer la faisabilité technologique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé en tant que Soft Centre de pouvoir travailler de concert avec la factory, et ça résulte de 3 ans d'expérimentation. La plateforme Scrindy, il y a de cela 3 ans, nous l'avions reçue en termes de R&D pour qu'on puisse les accompagner en R&D logiciel. La condition était que leur plateforme devait être ouverte pour permettre au plus grand nombre effectivement de pouvoir l'exploiter. Et je souhaite vous rassurer, l'innovation ne vient ni de l'écosystème universitaire, elle ne vient ni des startups, elle ne vient ni du Soft Centre, elle ne vient ni de la factory. L'innovation, elle vient des corporates qui sont en phase avec les enjeux métiers, qui ont un premier retour d'expérience client et qui par contre ont besoin de ces différents ingrédients to think out of the box.
Je vous en remercie. Le document en téléchargement est à votre disposition ici présent.